mesdames, bonjour messieurs, il est 13h30 précise, donc nous démarrons ce webinaire consacré au retour d'expérience sur l'usage de la télémédecine sur les territoires. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du partenariat que CAISA, dont je suis l'un des associés, euh, a avec l'Assemblée des départements de France, dont nous remercions encore une fois l'implication dans la communication et la conception de ces événements. Donc, merci à Jean-Michel Rapina qui ne devrait pas tarder. L'actualité électorale, évidemment, est très sportive pour l'ADF et ses dirigeants. Donc, voilà, donc M. Rapinard a peut-être encore quelques difficultés à se connecter, mais nous savons toute son implication et son engagement à nos côtés dans cet événement. Et puis, nous terminerons à 15 heures précisément. Donc, le président Akari nous a encore rappelé tout à l'heure qu'il avait des engagements aussi très forts qui le conduisent à arrêter à 15 heures précisément. Claude Evin, John Billard et moi-même, idem. Voilà, donc enchanté. Alors, cet événement a pour objectif de partager sur des choses les plus concrètes possibles, tout en les inscrivant dans un cadre de réflexion qui soit stratégique et national. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous le président André Akari, président du département de la Saône-et-Loire, dont on parle beaucoup en France depuis des années. J'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois, bon, digitalement, le président Akari, mais souvent, comme le disait Claude Evin dans l'échange juste avant, on a l'occasion de parler des innovations portées par la Saône-et-Loire, très fortes depuis très longtemps, l'engagement très vif en faveur de l'augmentation de la densité médicale sur un territoire. Nous avons également le plaisir et l'honneur d'avoir John Billard parmi nous. John, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui est quelqu'un dont la dynamique autour de la ville du Favril, dont il est maire également, est tout à fait à souligner, puisque devant la carence complète d'offres de soins, mais personne vraiment, bien John Billard a décidé il y a quelque temps d'expérimenter la mise en place d'une cabine de télémédecine en ayant d'ailleurs conscience des avantages et puis des quelques contraintes et limites qu'il peut y avoir à cela. Il nous en parlera. Et puis, j'allais dire, comment présenter Claude Evin, que tout le monde connaît évidemment, avec lequel j'ai personnellement le plaisir et l'honneur de travailler depuis quelques temps, quelques années, et qui nous introduira le débat. Voilà. Philippe Damy, l'un de mes collègues, associé de CAISA, ancien directeur général d'agence régionale de santé, qui a représenté la France auprès des organisations internationales à Genève, auprès de l'ambassadrice à l'époque à Genève, arrivera un tout petit peu plus tard et nous fera également part de son témoignage. Il a été DG d'ARS de Guyane, où la télémédecine se développe encore d'ailleurs. Voilà. Donc, pour les règles du jeu sont assez classiques, c'est-à-dire que les nombreux spectateurs dont vous faites partie pourront interpeller les panélistes au travers de la partie dialogue qu'on appelle chat, hein, désolé pour l'anglicisme, donc dans la partie conversée. Posez les questions comme vous le souhaitez, intervenez, faites vos remarques, et mon rôle en tant qu'animateur sera de les traiter dans l'ordre le plus pertinent possible et de distribuer ce questionnement auprès des panélistes qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Et donc, les interventions vont durer quelques minutes. Le jeu des questions-réponses sera à peu près 30 à 40% du temps. Donc, autour de 14h20, 14h30, nous pourrons commencer à échanger de manière interactive avec les panélistes, peut-être même avant. Voilà. Claude, je te donne la parole peut-être pour une petite mise en situation de la question de la téléconsultation, de la télémédecine plus largement en France. Très bien, ben, merci Franck et bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Quelques mots effectivement alors qui vont pour beaucoup d'entre vous sans doute ne pas être nouveaux comme information, mais rappeler peut-être quand même le cadre de ce qu'on appelle d'abord beaucoup plus aujourd'hui la télésanté. La télémédecine étant un des aspects de la télésanté, puisque depuis la loi de juillet 2019 a été introduit dans le Code de la santé publique la possibilité de ce qu'on appelle le télésoin, c'est-à-dire la possibilité de pratiquer des soins pour les pharmaciens, car ils ne sont pas dans la même catégorie, si je puis dire, au sein du Code de la santé que les médecins, les dentistes et les sages-femmes, et puis d'autre part les auxiliaires médicaux qui sont aussi appelés à intervenir à travers des outils de communication, soit visio, soit marginalement de téléphone, pour pouvoir effectivement intervenir auprès des patients.
Et donc aujourd'hui, la télémédecine n'est qu'un des aspects de la télésanté. Je rappellerai quand même d'abord un principe qu'il faut avoir toujours en tête, c'est que la télémédecine, c'est une forme de pratique médicale. Ce n'est pas uniquement de la technologie, il faut qu'il y ait de la technologie, mais c'est d'abord une pratique médicale et donc elle est reconnue comme telle. Hein, et c'est un acte médical, un acte de télémédecine. Le télésoin, l'intervention d'auxiliaires médicaux de pharmaciens, c'est aussi un acte de soin. Alors, quand on parle globalement de la télésanté, il y a plusieurs modalités d'intervention. Hein. Il y a très longtemps qu'en fait, on a défini ce qu'était la télésanté. Ça date de 2009. Puis on a après défini par décret des actes, alors qui étaient les actes plutôt de télémédecine, hein, c'est-à-dire la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance et puis la téléassistance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais y revenir si vraiment c'est souhaité, hein, mais bien pour faire apparaître qu'il y a plusieurs modalités d'intervention. Alors, on parle beaucoup de téléconsultation, je vais y revenir car c'est sans doute ce qui est plus d'actualité aujourd'hui, notamment dans la période de crise sanitaire que nous connaissons, mais il y a d'autres modalités d'intervention à distance avec des moyens technologiques hein, d'information, hein, qui sont la possibilité d'avoir recours à des experts, la possibilité de suivre des patients hein, ou d'assister effectivement un professionnel de santé auprès de patients. Le deuxième message que je voudrais passer, c'est que, parce que je mesure bien, et les élus qui sont présents, soit qu'ils vont intervenir, soit qu'ils nous écoutent, ils sont très attentifs. C'est vrai qu'il y a, face à la demande de soins, l'intérêt porté à la téléconsultation, hein, et on a vu naturellement son développement au cours de ces derniers mois, mais pour pallier effectivement l'absence d'offres de soins ambulatoires. Et on voit ici ou là fleurir des projets d'installation de cabines ici ou d'intervention, y compris récemment, il y a eu quelques éléments d'ailleurs un peu polémiques sur la possibilité d'intervention ou l'idée d'un projet d'intervention de télécabines, y compris dans des grandes surfaces, dans les supermarchés. Je voudrais rappeler que l'un des éléments qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas d'installer une cabine de télémédecine. Encore faut-il se poser la question de savoir si elle se situera dans un environnement de professionnels qui permettront aux patients qui viendront consulter, parlons de la téléconsultation, qui vient donc consulter dans le cadre d'une cabine implantée ou dans le cadre d'un appareil effectivement qui va offrir aux patients un accès à des médecins, est-ce que le patient sera assuré d'avoir cet acte de télémédecine pris en charge par l'assurance maladie? Et je crois que c'est un des éléments qu'il ne faut pas oublier parce qu'en effet, la prise en charge par l'assurance maladie répond à un certain nombre de critères qui ont été définis dans des accords conventionnels entre l'assurance maladie et les syndicats médicaux. Et le principe est que la prise en charge par l'assurance maladie d'un patient répond à une nécessité que cet acte de télémédecine, de téléconsultation, se situe dans le projet, dans le parcours de soins coordonnés du patient, c'est-à-dire avec un médecin, le médecin traitant, avec un médecin traitant qui a vu le patient au cours des 12 derniers mois et avec une intervention qui n'est pas uniquement en téléconsultation, mais qui est aussi avec des possibilités d'intervention en présentiel. Donc ça, c'est une des conditions premières de la prise en charge des patients par l'assurance maladie. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'on risque de se trouver sinon dans des situations où certes on a mis en place une cabine de télémédecine, mais si ça ne se situe pas dans l'accord conventionnel, eh bien, les patients peuvent ne pas être pris en charge par l'assurance maladie. Alors il y a des exceptions hein, qui ont été prévues dans l'accord conventionnel. Il y a la possibilité effectivement de ne pas suivre le parcours de soins coordonnés pour des populations particulières, les jeunes de moins de 16 ans, pour d'accès à certaines spécialités, l'ophtalmo, la gynéco par exemple, la psychiatrie. Et puis aussi, dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons, il y a en effet des dérogations qui ont été prévues. Et puis, il a aussi été prévu de manière générale, en droit commun, des dérogations quand le patient n'a pas de médecin traitant, lorsque le médecin traitant est absent, lorsqu'il y a une situation d'urgence. Enfin, il y a des situations effectivement où on peut échapper, si je puis dire, à la démarche de parcours de soins coordonnés. Mais, et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là,
l'intervention doit se situer dans une organisation territoriale, qui est une organisation territoriale soit de maisons de santé pluriprofessionnelles, de centres de santé, de ce qu'on appelle des CPTS, communautés professionnelles de territoire de santé, ou alors dans une organisation territoriale qui a fait l'objet d'un accord par la commission paritaire locale ou régionale qui existe dans chaque région et caisse primaire entre les syndicats professionnels et l'assurance maladie. Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'on est bien dans une démarche, certes, qui nécessite de pallier aux difficultés, à ce qu'on appelle des déserts médicaux de manière générale, mais que l'organisation, il y a plusieurs cas de figure donc, que je viens rapidement de rappeler, qu'il faut bien effectivement avoir en tête, c'est-à-dire qu'effectivement, ça doit s'inscrire dans une démarche, non pas isolée, mais dans une démarche effectivement territoriale ou alors dans le parcours de soins coordonnés. Donc voilà quelques éléments que je voulais rappeler. Alors, concernant les exceptions, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça dépend effectivement des situations. En ce qui concerne la période de crise sanitaire, il y a effectivement des exceptions qui ont été en effet prévues pendant cette période de crise sanitaire lorsqu'il s'agit d'un patient qui est susceptible d'être contaminé par le virus ou qui effectivement est atteint du virus et qui effectivement a besoin d'un suivi, ou à ce moment-là, on peut totalement échapper aux procédures que je viens d'évoquer. Et donc cette démarche, elle est valable uniquement pendant la période de crise sanitaire, c'est-à-dire jusqu'au 1er juin prochain. Est-ce que cette période sera prolongée? Je n'en sais rien à ce stade du calendrier. Et puis d'autre part, il y a une prise en charge à 100% qui, elle, a été prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour pouvoir être maintenue jusqu'au 31 décembre 2021. Donc voilà les quelques éléments que je voulais rappeler rapidement. Je ne suis pas rentré dans l'ensemble des détails, mais éventuellement, je me tiens à la disposition, soit pour répondre naturellement aux questions qui seront posées, soit éventuellement pour y revenir beaucoup plus tard, si cela était nécessaire de la part d'un certain nombre de personnes physiques ou morales qui sont à notre écoute dans ce webinaire. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude Évin. Je dis bonjour à Philippe Damy. Bonjour. Que j'ai eu l'occasion de te présenter tout à l'heure, Philippe, mon associé, ancien patron d'ARS également. Monsieur le Président André Acari, je dois dire que très souvent, alors je salue, il y a beaucoup de départements qui se sont connectés, l'Aude, que je salue bien amicalement, avec lequel nous avons le plaisir de travailler il y a peu de temps, et Claude d'ailleurs, l'obligeance d'intervenir le 15 septembre dernier. Vous êtes cité vraiment comme un exemple de dynamisme, de réflexion et d'action surtout sur les questions de renforcement des capacités médicales d'un territoire. Voilà, donc on est vraiment ravis de vous avoir. Votre parole est importante et vous avez des convictions très fortes qu'on vous propose de présenter maintenant sur l'usage de la télésanté et la téléconsultation en l'occurrence. Et après, ça fait écho de votre dynamique l'année dernière, en mars 2020, sur l'usage dans vos centres de santé. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de collectivités locales et départements ici présents qui vont être très friands de votre propos, de votre parole. Merci. Monsieur le Président est présent. Je vous laisse la parole pendant le temps que vous souhaiterez. Bien, écoutez, j'espère qu'on ne va pas être trop interrompu par les coupures. J'ai l'impression d'avoir quelques problèmes de connexion ici. J'espère que vous m'entendez bien. Juste vérifier. Oui, oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Bon, alors, tout d'abord, je suis très heureux de vous saluer toutes et tous et je vous remercie finalement de m'avoir invité. Je me prête facilement au jeu parce que tout ce qui est une expérience qui peut réussir sur un territoire, moi je suis très partisan de la partager pour que les autres puissent éventuellement s'en inspirer. Je fais la même chose quand je vais visiter dans d'autres départements les expériences des uns et des autres, parce que je crois qu'on a tous intérêt à travailler ensemble pour que les situations s'améliorent. Alors, avant évidemment de me pencher très sérieusement sur le déploiement de la téléconsultation, de la téléexpertise, bon, globalement de la télémédecine, eh bien, puisqu'en effet c'est un acte de soin, j'ai souhaité en effet déjà, entre guillemets, redynamiser la couverture de mon territoire. Alors, le département de Saône-et-Loire est un département très vaste en surface. Hein. C'est le 6e plus grand territoire de France. Donc, la mobilité a tout son sens. Et on avait, comme dans bien des territoires en France, pour ne pas dire presque la totalité,
un gros problème de couverture en termes de médecine générale. Donc, ça pose évidemment des problèmes aussi pour le maintien à domicile, mais ça pose tout simplement un problème d'attractivité sur un territoire, puisque, évidemment, quand vous n'avez plus de médecins sur un secteur, les entreprises hésitent de s'installer, et puis vous avez tout un système autour qui fait qu'on a une baisse d'attractivité sur le territoire. Donc, en 2015, je me suis vraiment penché sur cette question-là. J'ai vraiment cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait vraiment attirer des professionnels, notamment des médecins généralistes sur le territoire. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'en suis arrivé à l'ouverture du centre de santé en 2018 avec un déploiement au fil du recrutement. Alors, je ne recrute pas comme ça, on recrute sur un vrai projet de santé. Et j'ai souhaité avoir une couverture où l'ensemble des habitants se retrouvent à moins de 15 minutes d'un centre de santé. Alors, soit c'est un centre complet ou alors une antenne avec des permanences de médecins généralistes, mais j'ai voulu reconstruire le tissu sur l'ensemble du territoire. En collaboration, bien sûr, avec les médecins généralistes libéraux, bien sûr, pas en concurrence, en collaboration, et puis bien sûr avec les différents centres hospitaliers. Voilà, et c'est à partir de là, et notamment, on a donné un très gros coup d'accélérateur sur le déploiement de la télémédecine, téléexpertise, enfin téléconsultation et notamment la téléexpertise, notamment dans les EHPAD, parce que je pouvais disposer évidemment de médecins pour utiliser cet outil. Parce que moi, je suis très, très attaché à, lorsqu'on fait un déploiement de téléconsultation, qu'on ait un professionnel de santé de chaque côté. Et en tout cas, c'est ce que je souhaitais ardemment pour le territoire de Saône-et-Loire. Donc, on a en effet dans chaque centre de santé, évidemment, des médecins qui peuvent accueillir les patients ou tout simplement à domicile, mais on peut en effet mettre en place un peu partout maintenant sur le territoire, donc la téléconsultation et la téléexpertise. Donc, on a installé bien sûr les outils à l'intérieur des centres de santé, mais aussi donc avec bien sûr la très bonne coordination de l'ARS, hein, puisqu'il y a eu un cofinancement sur les installations. On a accéléré vraiment le mouvement parce que j'avais prévu de faire ça en deuxième phase de l'année 2020, mais avec la crise sanitaire, on a vraiment, main dans la main avec l'ARS, accéléré les choses pour qu'on puisse en effet avoir les outils dans l'ensemble des lieux, c'est-à-dire les EHPAD, les centres de santé du département, et de façon à avoir en effet une couverture totale sur le territoire. Alors, on n'a pas tout à fait encore abouti, mais en tout cas, le nombre de projets ont fleuri sur le territoire. Alors, c'était extrêmement important justement aussi dans cette période sanitaire si particulière, notamment pour le premier confinement, enfin pendant la première vague, si je puis dire, puisqu'on a pu vraiment travailler main dans la main avec les différents des cabinets médicaux classiques, de façon là aussi à, notamment aussi avec la téléconsultation, et bien pouvoir en effet procéder en évitant le maximum de contacts entre la population, de pouvoir avoir des consultations un peu partout. Voilà, j'ai été très attaché à aller très vite aussi sur les EHPAD, hein. J'ai 91 EHPAD dans le territoire, là aussi pour éviter des déplacements de population, et puis dans cette situation sanitaire si particulière, là aussi pour vraiment faire en sorte que les personnes soient le plus protégées possible, ou en tout cas on fasse prendre le moins de risques possible. Voilà, donc alors moi je vous le dis, hein, je suis très militant en effet de la téléconsultation, mais en Saône-et-Loire, moi je souhaite qu'il y ait, j'ai envie de dire, un médecin de chaque côté. On travaille beaucoup maintenant avec évidemment les hôpitaux. Alors moi je n'ai pas de centre universitaire dans le département, puisque je suis entre Lyon et Dijon, mais justement on travaille en collaboration, notamment avec les spécialistes. Alors d'un côté j'ai mes médecins généralistes du centre de santé, et de l'autre côté j'ai évidemment les spécialistes dans les différents centres universitaires, ou bien tout simplement les centres hospitaliers du département. Mais du coup on a vraiment travaillé sur un maillage et une collaboration parfaite
avec l'ensemble des médecins. Voilà en première intervention, mais je veux bien rebondir sur vos réflexions, autrement sur vos demandes d'informations. Alors, je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution et essayent de répondre aux problématiques du territoire, à l'installation de télécabines. Mais évidemment, ce n'est pas le choix de la Saône-et-Loire parce que j'ai souhaité, moi, avant déjà, vraiment repeupler le territoire, refaire le maillage de médecins généralistes sur l'ensemble du territoire avant d'utiliser l'outil. Hein, parce que pour moi, c'est extrêmement important de faire dans ce sens-là. Voilà, je le dis par rapport à certaines, peut-être certaines tendances que l'on peut rencontrer dans certains territoires où des élus sont, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, achètent entre guillemets, voilà, munissent de télécabines et voilà, avec un résultat où je demande, moi, la plus grande prudence. Donc, c'est pour ça que dans le département, j'essaye vraiment d'articuler ça autrement. Ce que je peux vous dire en premier lieu, mais évidemment, je suis prêt à rebondir sur vos interventions, en tout cas sur vos interpellations. Merci, Président. Vous êtes un excellent allié pour l'animation de ce webinaire parce que je vais donner la parole maintenant à John Billard, maire du Favril, commune d'Eure-et-Loir, charmante commune d'Eure-et-Loir, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui travaille notamment sur le digital. John, hein, vous êtes aussi là-dessus. Peut-être vous pouvez nous rappeler la genèse de votre projet, dont on parle beaucoup, on a beaucoup parlé, on en parle encore, et ce que j'apprécie notamment dans votre approche, c'est que vous êtes un audacieux sur le sujet, un audacieux prudent, avec beaucoup de précautions, et en essayant d'évaluer à la fois les avantages et les limites de ce que vous avez fait, et d'une démarche très positive et très constructive en disant bah, « je ne connais pas tout », c'était le point de départ la première fois qu'on en a parlé. Je ne suis pas un expert de ces sujets-là, mais j'ai des citoyens qui ont des besoins, il faut avancer, et je vais y aller, et je vais écouter, et je vais construire. Voilà, je vous laisse la parole, John. Oui, bonjour à tous, et ça me permet de rebondir sur ce que André Carnier a dit justement, parce que je fais peut-être partie de ces élus qui prennent la solution de téléconsultation parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc, mais pour autant, comme le dit Franck, la genèse de ce projet, c'était tout simplement d'abord, en tant que vice-président au sein de l'Association des maires de France en charge de toutes les questions numériques. Quand on parle de télémédecine, de numérique, enfin, tout ça, ça matche bien. Donc, il y avait une certaine légitimité à pousser un petit peu la réflexion. Et donc, j'ai décidé donc, en 2017, en octobre 2017, avec mon conseil municipal, de lancer une expérimentation, puisque c'était la première fois que ça se faisait en France, c'est d'installer un dispositif de téléconsultation médicale à l'intérieur de la mairie, puisque généralement, on le trouve plutôt dans les EHPAD, on le trouvait plutôt parfois dans quelques maisons de santé, mais dans une mairie, c'était un petit peu audacieux. Alors, il y avait un peu le côté militant des maires ruraux de France qui prennent un peu les choses en main pour bousculer les choses établies, et aussi parce que, évidemment, on était face à une présence médicale extrêmement, comment on va dire, baissante, comment dire, qui se dégradait, puisqu'on était confronté à des départs en retraite. Donc l'idée c'était d'utiliser ma mairie comme une sorte de laboratoire d'expérimentation qui consistait à dire qu'est-ce qui se passerait si demain on avait toujours en zone rurale cette difficulté à trouver un médecin. Et j'insiste sur un point parce que évidemment j'avais vu à l'époque tous les dispositifs qui existaient et notamment il y avait un autre système et je remercie beaucoup Claude Évin d'avoir bien précisé en amont ce qu'était la télésanté ou le télésoin et la télémédecine, puisque effectivement dans le terme que vous employez en télémédecine on met un peu de tout et je dirais parfois pas du n'importe quoi, mais là l'objectif c'était vraiment d'avoir quelque chose qui faisait un vrai diagnostic médical. Parce qu'en tant qu'élu, déjà, je ne pouvais pas me permettre de mettre à disposition un système à mes concitoyens dont je ne pouvais pas m'assurer que derrière, c'était, entre guillemets, sérieux, complet, etc. etc. C'était un peu ma responsabilité en tant qu'élu. Donc, l'objectif, c'était de voir comment, dans une commune rurale, dépourvue d'une totalité, une présence totale
une absence totale, pardon, de professionnels de santé. Quand je dis ça, ça peut être un infirmier, ça peut être un pharmacien ou un médecin en l'occurrence. Et il y avait une solution qui était présentée à l'époque sur le marché en 2017, c'était la fameuse cabine H4D qui justement faisait de la téléconsultation sans avoir un tiers médical à côté du patient. Donc ça, c'était aussi pour pouvoir voir si dans les territoires où il n'y a pas toute cette présence, on pouvait dupliquer le modèle. Donc l'objectif, c'était de faire un test. Il y avait un deuxième élément aussi, et il faut vraiment mettre les choses dans le contexte, puisque vous avez l'avant-Covid et l'après-Covid en termes des professionnels de santé. Un médecin aujourd'hui, ou les médecins en général aujourd'hui, n'ont plus du tout la même approche de la télémédecine au sens large qu'ils ne l'avaient en 2017. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis plus de 2 ans à monter ce projet, puisque ça a fait l'objet de nombreuses négociations, discussions avec l'ARS. Ah, excusez-moi, j'ai un visiteur qui vient me voir, c'est mon chat. Avec l'ARS, l'ordre des médecins, etc. Donc, comme c'était un peu audacieux, il a fallu que je bataille. Mais l'objectif, c'était aussi, de voir comment on pouvait organiser avec des médecins l'organisation de soins à distance. Et la deuxième chose aussi, comment les concitoyens étaient prêts à faire de la téléconsultation médicale. Parce qu'on parle beaucoup des médecins, de la solution technique, mais en fait, les Français en eux-mêmes, comment ils allaient réagir. Et c'est toute l'expérimentation qui a maintenant 2 ans, presque 2 ans, et en partenariat d'ailleurs avec Diagonal Conseil, on mène une étude assez, on va dire, pointue sur quel est le ressenti du patient quand il a eu l'expérience télémédecine dans notre cabine de téléconsultation. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas d'effet générationnel, il n'y a pas d'effet de distance. Alors, on est sur un périmètre assez naturel de bassin de vie, puisque évidemment, moi, j'ai une commune qui n'a que 360 habitants, et donc, je n'allais pas me lancer dans cet investissement pour aussi peu de patients potentiels. Donc, c'est élargi à l'intercommunalité, mais on s'aperçoit que le bassin est de 15 km à peu près, en majorité. Et en fait, le retour d'expérience est assez bluffant. Puisque finalement, on a un taux de satisfaction quand on demande, on pose un tas de questions, en dehors de questions médicales évidemment, sur le vécu du patient. On a un ressenti plutôt très positif, plutôt, je dirais même, s'il y a des a priori au départ, ils sont complètement effacés à la sortie, puisque l'expérience montre qu'on a quasiment cet effet du médecin présent en face de nous. Et le fait d'avoir choisi une catégorie de matériel qui est classifié, je crois que c'est du classe 4, qui est plutôt entre guillemets sérieux sur le plan homologation, on sait que derrière, on a un diagnostic complet. Donc voilà un petit peu l'idée. Et l'idée à la fin de ça, de cette expérimentation, c'est d'en tirer des conséquences. Donc, une des conséquences qu'on peut dire aujourd'hui et qu'il faudra qu'on réfléchisse, c'est que, et je rejoins ce que vous avez dit, André Akari, ce qui est fondamental, c'est cette proximité. Et là où je vais insister aussi, et je vais aller dans le même sens que vous, le fait de faire de la télémédecine ne veut pas dire qu'on veut remplacer les médecins. C'est en aucun cas la position, en tout cas au départ, ce n'était pas du tout le projet. Et si je mets au sens plus large de l'Association des maires ruraux de France, on ne porte pas ces projets-là parce qu'on a envie de savoir comment ça fonctionne en se disant les médecins ne viendront pas chez nous, donc il faut qu'on trouve une autre solution. Non, ce n'est pas l'idée. Pour autant, on a une responsabilité en tant qu'élus vis-à-vis de nos concitoyens. C'est d'ailleurs dommage qu'on soit obligés, nous, les collectivités territoriales, à s'emparer de ce sujet parce que ça a un coût et pas un coût négligeable. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, et on le vit tous en tant qu'élus, les concitoyens, quand ils ont un problème, ils viennent voir le maire ou le conseiller départemental, etc. Et on est obligé de compenser ça. Et ça, c'est le point de difficulté ou d'illogique dans l'organisation territoriale en France, elle est là. Mais ça, c'est lié pas forcément à l'État. Il ne faut pas oublier quand même aussi, il y a une organisation médicale qui n'est pas toujours évidente en termes de façon de voir les choses. Et il y a aussi une modification de l'exercice de la profession des médecins. Tout ça, ça évolue, c'est-à-dire. Et donc, l'idée, ce n'est pas de dire on va remplacer l'un et l'autre. Et je pense qu'on va être d'accord par rapport à ce qui a été dit juste avant moi, c'est que c'est une organisation, une réorganisation de la présence médicale avec ce qui existe aujourd'hui, mais sans en écarter une par rapport à l'autre. En fait, c'est faire un équilibre entre les deux. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à travers l'exemple que posait André Akari, c'est justement cette organisation territoriale entre présence, que ce soit physique,
par rapport aux établissements et par rapport à ce que peut apporter la télémédecine qui doit aujourd'hui s'organiser. Et je voudrais, moi, personnellement, si j'ai un vœu à faire, c'est que ce sujet devrait être pris en main par les médecins ou par la profession médicale et non pas par les élus. On le fasse ensemble me paraît une bonne idée, mais parce qu'en fait, c'est eux, leur profession, qui s'organisent différemment, parce que demain, c'est autre chose. Et je conclurai par une expérience, par cette expérience. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai pu vivre depuis 2 ans des vraies expériences patients qui étaient dans le désarroi à ne pas pouvoir trouver un médecin, ou alors le médecin, la prise de rendez-vous était trop long. Et le passage en téléconsultation tel qu'on l'a mis en place a révélé chez ces personnes une rassurance, puisqu'ils ont été pris en charge, on s'est occupé d'eux. Et c'est ça aujourd'hui qui est essentiel. C'est pensons aux citoyens. Alors, je suis élu, donc évidemment, j'ai une velléité à être très attentif à ça. Aujourd'hui, le besoin des patients, il est important. Et pour terminer, et après je répondrai à toutes les questions sur l'expérimentation, n'oublions pas que pendant la crise des Gilets jaunes, j'aime bien le rappeler à chaque fois, dans les revendications qui ont été faites par les Gilets jaunes, enfin par les citoyens, une des premières revendications, c'est donc la présence des services publics et notamment l'accès aux soins. Donc on a, nous, une responsabilité en tant qu'élus qui est extrêmement importante à ce niveau-là. Et on essaye tous, dans toutes nos expériences, de trouver des solutions. Et la télémédecine est une des solutions. Peut-être, John, parce que votre expérimentation est connue, c'est bien une expérimentation, vous avez voulu expérimenter, tester, évaluer. C'est que la cabine de télémédecine, qui est une cabine H4D, ça a été un partenariat de conception aussi avec H4D, qui est le leader, je considère aujourd'hui le leader en France. C'était installé dans un bâtiment attenant à la mairie. C'est la secrétaire de mairie qui accueille, qui va aussi aider à installer la personne dans la cabine, qui s'échappe après du local, qui laisse la personne seule, qui remettra ses chaussures en sortant. Pour être très concret, il y a beaucoup d'élus, de collectivités locales et de représentants des départements parmi nous, qui sont tous très attachés au concret, et vous l'avez bâti dans le concret avec la collaboration de l'ARS. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, en sachant très bien que vous vous questionnez sur est-ce que c'est jouable de l'avoir trop loin d'un point of care, comme on dit chez les anglo-saxons, d'une offre de soins, d'un point de santé. Mais vous n'avez pas le choix de toute façon parce qu'il n'y a pas d'infirmières, de médecins, pharmaciens à la ronde au-delà de 15-20 km, je crois. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. En fait, c'est le côté un peu disruptif. C'est effectivement le rendez-vous se prend par téléphone ou par Internet. Et c'est bien la secrétaire de mairie à qui j'ai souhaité faire participer et qui est très volontaire, qui accueille le patient. Et quand je dis qu'elle l'accueille, c'est pour lui expliquer l'expérience qu'il va vivre, si je peux le dire comme ça, pour le rassurer. Et on a mis ça dans un local extérieur. Alors, c'est dans l'enceinte de la mairie. C'est aussi parce que c'est dans le cadre d'une expérimentation et je n'allais pas transformer ma mairie et faire des travaux inconsidérés pour faire une rampe d'accès, etc., parce qu'il y a toutes ces questions-là qui viennent derrière, justement pour voir après est-ce qu'on pérennise le projet ou pas, ou est-ce qu'on le pense autrement. Donc ça, c'est tout ce qui va être fait après. Et donc, le patient, une fois qu'il a fini sa consultation, il s'en va. Et c'est la secrétaire de mairie qui a été formée par H4D pour appliquer les protocoles d'hygiène dans la cabine pour pouvoir recevoir d'autres patients. Donc, voilà. Et pour la petite histoire, quand ma secrétaire de mairie, parce que l'ARS avait posé des questions, était soit malade, soit absente, soit en vacances, comment ça se passait? Donc, en fait, on a formé une adjointe. Donc, il y a une de mes adjointes qui est chargée aussi et qui a été formée aussi pour accueillir les patients. Donc, et en troisième ligne, il y a le maire. Donc, ça m'arrivait en période de Noël, par exemple, de prendre la main. Donc, il y a toujours quelqu'un pendant les périodes d'ouverture pour justement accueillir les patients et assurer le protocole d'hygiène indispensable pour ce type d'équipement. D'accord. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions des participants sur les deux témoignages. Je les prendrai après. Étant animateur, j'ai le privilège d'intervenir tout de suite. John, moi, j'avais vu un chiffre qui était très intéressant, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui vont dans votre télécabine, il y en a 30 qui disent s'il n'y avait pas eu la télécabine, je serais allé aux urgences. Il y en a 40 qui disent moi, je ne serais pas allé chez le médecin, j'aurais vu personne. Quand même 70 à qui vous avez offert quelque chose quand même, avec les limites que vous évoquez. Les questions sur les chiffres et les limites sont posées par les interlocuteurs, on reviendra là-dessus. Mais déjà, il y a des choses tangibles. La notion de rassurance, je crois, qu'était un des éléments la conception de votre dispositif. Philippe Damy, donc je vais te tutoyer puisqu'on fait si longtemps et tu es mon associé. Alors, on travaille ensemble avec certains départements, l'autre que je salue, le Nord et autres. Quels sont pour toi aujourd'hui les points marquants dans la réflexion
Et je reviendrai sur la question d'Emmanuel Cohen parmi les participants, qui est tout à fait dans le bon sens. Quels sont les points clés aujourd'hui dans les tendances que tu peux constater et sur lesquelles, encore une fois, l'expérience menée par M. André Akari, le président, est souvent de regarder de très près sur la densification de l'offre médicale. Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui de l'usage de la télésanté par les territoires? Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis qui se connectent et qui reliront, enfin qui réécouteront ce replay? Merci à toi, Franck. Moi, je voudrais insister effectivement sur deux idées qui finalement renforcent ou complètent ce qui vient d'être dit par les différents intervenants. La première idée, c'est que finalement, la télémédecine, c'est un outil. C'est un outil au service d'un projet. S'il n'y a pas de projet porté par les élus et conjointement avec les professionnels de santé, on va certainement, et ancré sur un territoire, on va certainement vers des désillusions sur la téléconsultation. J'ai trop vu, moi, dans mon expérience antérieure de DG d'ARS, des chariots de télémédecine qui étaient délaissés dans des placards, dans des EHPAD, pour ne pas en tirer la conclusion qu'effectivement, si la télémédecine n'est pas portée par un projet, elle est vouée à des mésusages ou à une absence d'usage total. Et ce n'est pas ça qu'on recherche à travers la téléconsultation. On recherche à renforcer justement l'accès aux soins sur les territoires. La deuxième idée, et ça c'est une idée qui ressort de la conduite de projet que j'ai pu mener dans le cadre de CAISA avec le département du Nord, avec le conseil départemental du Nord. C'est l'idée qu'on voit bien qu'il y a des fortes inégalités dans l'accès aux soins et il faut prendre garde du fait que la téléconsultation n'ajoute des inégalités aux inégalités préexistantes. À savoir que il y a des personnes qui sont très mal à l'aise avec l'outil Internet ou ne l'utilisent pas ou ne l'ont pas chez eux, tout simplement. Et donc, pour ces personnes-là, il faut veiller à un accompagnement dans ces nouveaux dispositifs, à faire en sorte que on les familiarise à l'usage de ces nouveaux outils, on les aide à prendre en compte ces nouveaux dispositifs que sont la téléconsultation pour finalement leur permettre aussi d'accéder, comme tout un chacun, à ces outils distanciels par rapport à la population médicale. Donc, veiller à ce que la fracture numérique ne renforce pas les inégalités d'accès aux soins à travers la magie de la téléconsultation. Voilà les deux idées qui ressortent un peu de mes expériences diverses et variées et qui renforcent un peu ce que vous venez de dire. Pas de télémédecine sans projet territorial et en concertation entre élus et professionnels de santé. Et attention à la dimension accompagnement de ces nouveaux dispositifs, notamment pour les populations les plus fragiles. Merci Philippe. Alors, Président Akari, vous avez globalement, avec l'usage de la téléconsultation par vos professionnels de la santé salariés de vos centres, quelque part répondu à cette conjonction. Hein. Vous avez d'abord commencé par travailler sur la présence de médecins sur le territoire, vous avez embauché des médecins, plus d'une cinquantaine de généralistes en tout cas, et puis ensuite vous avez doté d'outils qui permettent de favoriser la distanciation physique avec les citoyens, avec les patients. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une adhésion? Est-ce que l'adhésion de ces professionnels de santé que vous avez salariés, vous avez embauchés, donc vous êtes un peu le patron en quelque sorte, hein, je prends des raccourcis évidemment, mais est-ce que ça favorise l'adoption de la télésanté? Est-ce qu'ils ont vécu ça comme une contrainte, comme un outil normal maintenant? Et quel est le retour d'expérience qualitatif que vous avez là-dessus, Président? Oui, alors effectivement, on l'avait bien signalé. Moi, j'ai commencé déjà à repeupler, entre guillemets, là où j'avais plus assez de médecins libéraux, où des tentatives de recrutement avaient été faites, puisque n'importe comment la collectivité accompagnait aussi le recrutement des médecins libéraux. J'ai voulu déjà vraiment repeupler le territoire de médecins généralistes. Je ne suis plus à 50, je suis à 70 aujourd'hui de contrats. Et ensuite, mais parallèlement, d'ailleurs, ça a été signalé, il faut aussi s'occuper, évidemment, et ça, c'était le rôle du département de Saône-et-Loire, de faire en sorte que d'abord le très haut débit passe dans tout le territoire. Donc on est en plein aménagement aussi de l'ensemble du territoire du département, de la fibre,
puisque quand je suis arrivé, il n'y avait pas une seule prise de mis en place. Donc, on a commencé par ça. Ensuite, et en même temps, parallèlement, donc, on a recruté des médecins. Et depuis l'année dernière, ou un petit peu plus maintenant, même 2019, fin 2019, on avait donc le projet, en effet, de mettre les outils donc, de télémédecine, téléexpertise partout, c'est-à-dire bien sûr dans les EHPAD et l'ensemble des centres de santé. Alors tout ça se fait en effet d'une manière, on va dire, la plus coordonnée possible pour que ça soit efficace. Alors j'ai envie de dire, le département, pour le coup, c'est la bonne échelle parce que ça évite au sein du territoire du département d'avoir des concurrences entre ceux qui auraient les moyens, entre guillemets, de le faire et les autres. Donc vraiment avec l'ARS, on a pu, en matière de financement, coordonner ça sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif, évidemment, c'est que chaque citoyen ait la possibilité, en effet, donc d'accéder à la médecine, donc aussi aux outils qui renforcent notamment le diagnostic. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a opéré. Le travail n'est pas fini, mais disons qu'il est maintenant très, très avancé. Je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à ce dispositif. J'ai mis aussi dans la boucle vraiment l'ensemble, je dis bien des acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des élus du territoire, tout le monde, les maires, les présidents de communautés de communes, l'ensemble des acteurs de la santé, hein, puisque je travaille beaucoup aussi avec les médecins libéraux et les hôpitaux, de façon à vraiment ce que tout ça soit coordonné. Alors, j'entends ici ou là, où j'ai pu le dire d'ailleurs dans les réactions, c'est pas aux élus à s'occuper de ça. Certes, mais comme monsieur le maire, quand vous êtes en responsabilité et que vous faites un constat, surtout en matière de santé, si vous ne réagissez pas, ça s'appelle la non-assistance à personne en danger quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que les élus prennent les choses en main. Je connais un vieil adage, hein, je suis dans une native d'une ville parimoniale. Et il y a une phrase que j'ai tout le temps utilisée, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, il faut en effet, quelquefois, prendre les choses en main parce qu'elles ne viennent pas aussi facilement. Voilà, donc après, sur un territoire comme le mien, j'ai vraiment souhaité, mais avec, je vous dis, la coordination de tout le monde, mener tous ces chantiers en même temps, de façon à ce que voilà, les choses, on ait le meilleur résultat possible pour l'ensemble de la population. Alors, vraiment, les médecins du centre de santé ont tout de suite adhéré au projet, évidemment, hein, de télémédecine, téléconsultation, parce que j'ai envie de dire, c'est un outil pour eux sensationnel, puisque nous, on est loin des grands centres universitaires, ça nous permet de travailler avec tout le monde, d'être le plus efficace possible en matière de consultation. D'accord. C'était bien ma question de départ. Est-ce que vous considérez, Président, aujourd'hui que le fait que vos centres soient dotés des outils modernes, normaux quasiment de collaboration, c'est un des outils du processus médical de prise en charge, est-ce que c'est un atout aujourd'hui pour le recrutement de médecins? Ah oui, bien sûr. Alors, vous savez, quand je me suis lancé sur le centre de santé, je ne voulais pas aller pour un recrutement, aller sur la surenchère. Donc, les choses sont très cadrées. Et le centre de santé, c'est un projet global. On recrute d'ailleurs sur un projet de santé. Dans le projet de santé qui est offert aux futurs candidats, c'est justement la possibilité de travailler à la fois sur un plateau technique, parce que aussi on partage des contrats avec les hôpitaux, sur un plateau technique et de faire de la consultation. Ça permet en effet d'avoir sous la main les outils les plus performants pour avoir, je vous dis, un diagnostic le plus sûr. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'offre de service pour le médecin, pour justement essayer de recruter. Voilà, on n'est pas du tout sur une surenchère salariale, hein, puisque moi je suis sur la convention hospitalière, donc il n'y a pas de négociation. On est beaucoup plus sur justement tout ce qui peut apporter un certain confort dans la pratique de la médecine. D'accord. Vous n'avez pas, je suis concret, parce que c'est ce qui intéresse à nos participants aussi, vous n'avez pas mis de prime à l'usage de la téléconsultation, au fait que les gens aient un objectif à faire tant de téléconsultations par mois ou par... Non.
Non, non, pas du tout. Non, 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 ça, c'est vraiment dans le. À partir du moment où justement cette question est prise en main par la collectivité locale. Donc là, il y a cette notion de service public, voilà, qui est très forte. Donc je ne rentre pas du tout dans cette problématique de. Vous savez, même en termes de nombre de consultations par les médecins par heure, on n'est pas parti sur ce schéma-là du tout. Voilà, parce que d'abord, les médecins ont récupéré des populations qui n'avaient plus de suivi médicaux depuis plusieurs années. Quand vous tombez sur des pathologies chroniques sans suivi, vous imaginez je veux dire, le temps. C'est la même chose pour la télémédecine. Il n'y a pas de chiffrage, entre guillemets, sur ce. On est vraiment dans l'esprit, pour le coup, cette notion de service public. Merci, Président. Je vais prendre la question de Yves Bagoa, qui préside la conférence régionale pour la santé et l'autonomie de Guyane. Hein, donc, bonjour Yves, c'est amical. Et qui pose dans sa fonction, d'ailleurs, la question, est-ce que les représentants des usagers du système de santé et des associations ont-elles été associés au projet? Première question à John Billard, et il y aura le pendant au président Akari. John. Oui, tout à fait. Le fait, juste pour répondre pourquoi il faut que les élus participent à ça aussi, c'est une réponse que j'apporte, c'est que pour le coup, aujourd'hui, on est des gros financeurs d'un certain nombre de choses, donc je pense que c'est normal qu'on ait notre avis à dire, et notre profession, lapsus. Et notre rôle, c'est aussi faire de l'aménagement du territoire, et la présence médicale fait partie de l'aménagement du territoire. Donc, effectivement, dans le travail initial qu'on a mené, j'ai été intégré dans le comité départemental de santé, alors je ne sais plus quel terme ça a au niveau local, mais qui regroupe l'ensemble des acteurs qui se préoccupent des sujets santé, que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'ordre des médecins, et aussi les représentants de tout ce qui tourne autour de ça. Donc, c'est un travail en commun, mais ça a été surtout présentation, et ça a été pour moi surtout l'idée de démontrer qu'on avait tout intérêt à lancer cette expérimentation pour aboutir à quelque chose. Et ça fait partie de ceux qui m'ont le plus soutenu versus l'ordre des médecins qui, lui, je n'ai pas la chance d'être dans le 71. J'ai plutôt une opposition des médecins locaux qui n'étaient pas moins... Alors, je dis bien, encore une fois, c'était avant le Covid, hein, parce que ça a complètement changé avec le temps, hein, justement, ce sujet-là. Mais ce n'est pas les médecins qui ont soutenu mon projet, en tout cas. D'accord. John, avec qui il faut commencer par travailler quand on veut? En tant qu'élu, on est un peu perdu, on se sent responsable de non-assistance à des personnes en danger potentiel. Il y a deux personnes qu'il faut aller voir pour commencer à penser télé quelque chose, hein, télésanté ou autre. Quels sont ces deux types d'acteurs que vous conseillez à nos amis qui sont participants, qui participent à cet échange? Alors, aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui commence vraiment à prendre forme, c'est les CPTS. Donc, communauté professionnelle territoriale de santé ou santé territoriale. Là, je pense qu'aujourd'hui, voilà, d'abord, ça fait partie des indispensables, et c'est vrai que c'est un travail de professionnels de santé sur un territoire, sur un bassin qui a été défini par eux, et quelques élus. Donc ça, pour moi, c'est le premier élément. Parce que si on veut faire de la téléconsultation, il y a un truc qui est extrêmement important, si je puis dire, vous me permettez de le dire comme ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un médecin derrière. Donc, la difficulté, c'est que si vous avez de la téléconsultation, mais vous n'avez pas de médecin, c'est ce à quoi nous étions confrontés, nous, en Eure-et-Loir, puisqu'on avait des médecins, mais ils n'avaient pas de temps médical à consacrer pour faire la téléconsultation. Et ça, c'est un autre sujet sur la territorialisation, etc. Et le deuxième, je dirais... Aujourd'hui, je dirais que c'est quand même l'ordre des médecins départementaux, parce qu'il faut le construire avec, et je suis d'accord, il faut le construire avec les professionnels de santé, parce qu'eux-mêmes, je pense, ont tout intérêt à vraiment s'approprier le sujet pour un exercice des professions qui est complètement différente, que ce soit de la médecine générale ou que ce soit de la médecine d'experts. Je pense qu'il y a un vrai sujet à mettre autour de la table, parce que c'est les principaux concernés. Les représentants des professionnels de la santé ou des infirmiers, il y a également les unions régionales, les URPS, hein, unions régionales. Oui, exactement. Médecins, infirmiers, labos, si j'en oublie, mais qui sont également des acteurs importants. Exactement. Président Akari, que ce soit pour le recrutement de vos salariés, médecins, généralistes et puis spécialistes, hein, et le développement de la téléconsultation, quel a été le principe
la démocratie sanitaire, la consultation des représentants des citoyens, la CRSA éventuellement. Comment vous avez fait? Comment faites-vous? Alors, d'abord, par rapport à mon interlocuteur précédent, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque j'avais contre moi l'État, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire le préfet du département, puisque la création enfin le recrutement de médecins pour de la consultation par rapport à la loi Notre est interdit. En tout cas, n'était pas dans les compétences du département. Bon, alors comme j'ai remarqué que rien n'interdisait, c'est pour ça que je me suis lancé, mais ça m'a valu quand même quelques mois de bataille, voilà, avec même l'interdiction quand j'ouvrais les centres de santé, ça c'est pour l'anecdote, mais le préfet avait passé la consigne à tous ses sous-préfets de ne pas venir dans les inaugurations, ce qui était assez amusant parce qu'il me confiait en même temps qu'il soutenait l'action, les sous-préfets. Enfin voilà, donc ça n'a pas été simple. Donc le montage du projet s'est fait vraiment avant de le lancer publiquement, déjà vraiment dans la concertation de tous. C'est-à-dire, j'ai vraiment mis tout le monde autour de la table, le président de l'ordre des médecins, la directrice de la caisse d'assurance maladie, etc., etc. J'ai vraiment mis tout le monde autour de nous, y compris les syndicats de médecine libérale, que j'ai voulu complètement associer pour bien leur montrer que ce n'était pas du tout en concurrence, mais en complément de la situation. Et d'ailleurs, en soulagement par rapport aux médecins libéraux qui, pour beaucoup, étaient prêts à dévisser ce qu'on appelle, à dévisser la plate et s'en aller parce que la situation était devenue intenable dans ce territoire. Donc vraiment, ça s'est fait en concertation sur l'ensemble du territoire, y compris depuis l'année dernière et même l'année d'avant, sur justement l'investissement dans les outils de téléconsultation et de télémédecine. Tout ceci est partagé par l'ensemble des acteurs du territoire, y compris des élus, bien sûr, puisque chaque fois, ils sont bien informés et je les mets dans la boucle, dans le système. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, par contre, je me suis peut-être un peu écarté. Si j'ai un complément à apporter, dites-moi. Avez-vous eu des échanges, pour reprendre la question de Yves Bagoa, hein, de CRSA, avec la CRSA, avec les représentants associatifs, le citoyen, la conférence régionale pour la santé et l'autonomie a-t-elle été un interlocuteur? Oui, oui, des échanges, on en a. Oui, bien sûr. D'accord, d'accord. Oui. Alors, mais, oui, j'ai vécu aussi une période de mon mandat où on passait beaucoup de temps dans le constat et dans, entre guillemets, j'ai envie de dire, des réunions qui meublaient un peu pour parler de la désertification. Je me suis un peu sorti de tout ça pour aller vraiment sur du concret. Maintenant que les choses se sont un peu rétablies, en tout cas en termes d'installation de médecins et d'outils, eh bien, maintenant, je peux reparticiper, en effet, avec mes collaborateurs sur ce type de réunion. Voilà. Mais vous savez, il y a des choses qui avaient complètement disparu du territoire, qu'on a réintroduit, comme la permanence de soins, c'est-à-dire le début de soirée. On n'avait plus de système sur certains territoires d'intervention de médecins. Et quand vous êtes président d'un département, vous êtes souvent patron des pompiers, le dernier recours, c'était les pompiers. Donc là aussi, il a fallu tout réorganiser avec l'arrivée des médecins, c'est-à-dire, par exemple, dans certains territoires, j'ai réintroduit le fait que des médecins généralistes puissent être de permanence le dimanche jusqu'à minuit en semaine, voilà, ce qui n'existait plus dans les territoires, et ces gens-là finissaient à l'hôpital parce qu'il n'y avait plus d'autres réponses. Merci beaucoup pour votre réponse. Claude, je vais interroger Claude Évin sur ces sujets. La question, c'est quand même la granularité d'action, pas de réflexion. Oublions les réflexions. Je rejoins le président Akari et John Bier, finalement, être dans l'action et construire. À quel niveau aujourd'hui, de temps d'expérience, Claude, je connais un peu la réponse, parce que c'est de très forte conviction du moment, je crois. À quel niveau maintenant doit-on construire les succès, des solutions à bâtir en matière d'organisation des soins dans lequel la téléconsultation a sa place ou la télésanté a sa place?
Je crois que ça dépend des territoires. Hein. On a d'ailleurs deux exemples, vraisemblablement, même si les deux sont des zones rurales assez importantes. Je veux dire, ça dépend des territoires. Et d'autre part, il ne faut pas non plus considérer que la question de l'implantation de l'offre de soins ambulatoires est un problème uniquement en zone rurale. Elle est aussi un problème en zone urbaine. Moi, j'ai été donc effectivement directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Je peux vous dire que l'accès à des professionnels ambulatoires était parfois aussi compliqué dans des zones urbaines pour différentes raisons. Donc, je crois que ça dépend effectivement des territoires. Moi, ce qui me semble très intéressant en tous les cas dans les deux témoignages des élus, avec des démarches effectivement un peu différentes, c'est en effet d'abord la nécessité, quand on veut organiser les choses, il faut se poser la question des professionnels. Alors, je sais que ce n'est pas simple. Il y a d'ailleurs une question qui est posée par un des auditeurs, qui est de dire mais comment on peut attirer des professionnels? Là aussi, il n'y a pas de réponse unique. Hein. André Acari, il a organisé les choses au niveau du département, il a prévu effectivement des modalités de recrutement. C'est possible et il y a des outils pour le faire. Ce n'est pas toujours suffisant. Il y a effectivement la manière dont on insérera les professionnels dans un environnement pour la famille du professionnel, pour des conditions d'exercice. Effectivement, on est de plus en plus quand même avec des professionnels qui ont envie d'exercer en équipe. Hein, d'où l'intérêt d'avoir des centres de santé, d'avoir des maisons de santé pluriprofessionnelles. Bon, il y a donc des situations très, très différentes. Il faut faire, je dirais, du cousu de main. Il n'y a pas de réponse unique. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même pas mal d'outils aujourd'hui. Hein, et ce qu'il faut éviter, mais les deux élus en ont bien porté témoignage, c'est de partir comme ça avec une idée je dirais, généreuse et qu'il ne s'agit pas du tout de critiquer, mais de dire, voilà, on va installer une cabine et puis on verra bien. Ou on va créer, ce qui parfois a été aussi la démarche de certaines collectivités, on va construire une maison de santé et puis on attirera les professionnels. Non, les professionnels, ils viennent sur un projet, ils viennent dans un environnement. Et donc, tout projet pour répondre à cette nécessité, effectivement, de densifier, de répondre à une nécessité d'accès aux soins nécessite d'être travaillé avec les professionnels. Alors, on a cité plusieurs types d'organisations qui existent. Hein, il y a effectivement au niveau territorial les équipes de soins, il y a les CPTS, les commissions territoriales, les commissions professionnelles de territoire de santé. Il y a effectivement les syndicats médicaux, ils sont importants, c'est eux qui ont négocié avec l'assurance maladie les modalités de financement, par exemple, de prise en charge. Donc, il faut les intégrer. Et il y a effectivement les ordres professionnels. Et donc, il faut effectivement regarder quel est son environnement et voir comment l'installation d'une cabine un jour ici, qu'elle soit installée dans une mairie, comme John Billard l'a indiqué, n'est pas un sujet, n'est pas un problème. Si effectivement elle trouve sa place dans une organisation où les professionnels sachent qu'elle existe, y ont accès, peuvent effectivement y intervenir. Enfin, voilà. Ce qu'il ne faut éviter effectivement, c'est de faire de prendre des initiatives indépendamment de l'environnement dans lequel on se situe. Et ça, je crois que c'est l'idée à retenir. Et après, on trouvera toujours les outils pour pouvoir effectivement accompagner les collectivités, accompagner les professionnels qui ont envie de trouver des solutions pour leur population. Merci Claude. Je vais reprendre un élément évoqué par Philippe Damy tout à l'heure, qui concernait une part de la population qui peut être mise à l'écart, qui peut être se trouver naturellement à l'écart de tous ces dispositifs, malgré la bonne volonté de tout le monde. Il y a des gens qui sont en EHPAD qui vont pouvoir bénéficier, à un moment donné, avec le médecin coordinateur de l'EHPAD, d'une téléconsultation avec un expert, un spécialiste ou autre. Il y a ces gens qui ont la possibilité physique de se déplacer dans des centres de santé d'André Acari. Il y a des gens qui peuvent aller dans la cabine, voir la mairie de John Billard et dans le bâtiment attenant. Et puis, il y a, et on l'a vu dans l'Aude avec Mme Hélène Sandranier, présidente du département avec qui on a travaillé, on l'a vu dans le Nord aussi, il y a, on peut estimer, moi, comme ça, je n'ai pas de chiffre très précis, mais 20 à 30% quand même des gens qui, malgré tout cela, malgré toute cette bonne volonté, peuvent se retrouver pas en capacité d'avoir un médecin en phase 2, enfin, quelqu'un, voilà, de téléconsultation chez eux avec leur ordinateur, leur tablette, qui ne sont pas dans un EHPAD, qui n'ont pas le véhicule pour se déplacer, personne pour les accompagner. Et c'est ce qu'on voit se développer, hein, Philippe, sous ton contrôle, dans la question de la téléconsultation assistée, sur laquelle quelques opérateurs, je pense à Groupama, qui je crois un des représentants Olivier Denisio est présent. C'est des sujets qui sont développés dans l'Aube à Troyes, hein, avec
c'était Omedis qui a développé des choses intelligentes là-dessus. Est-ce que finalement, l'avenir demain, ça ne sera pas aussi d'aider ces 20 à 30% de la population, voire plus, à ne pas être à côté du système, voire à y rentrer de façon un peu durable? Philippe, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis j'aurais de ce fait une question à Claude. Ensuite, c'est quelles sont les dispositions, y compris au plan juridique, un peu particulières qu'on peut considérer dans ces sujets-là? Philippe, puis Claude. Oui, je crois qu'il faut utiliser les dispositifs existants par rapport à ces populations fragiles qui, bon, ont des difficultés pour accéder à ces nouveaux outils. Moi, je pense par exemple, dans le département du Nord, on a réfléchi à l'utilisation des bus France Service qui peuvent aménager des espaces de confidentialité permettant justement à ces populations qui souvent ne se déplacent pas, d'abord d'avoir un service public qui, lui, vient au plus près de chez eux et permettrait d'envisager qu'on installe ensuite à l'intérieur de ces bus France Service, sous réserve bien sûr d'avoir des espaces de confidentialité, des instruments de télémédecine et du coup accompagner ces personnes dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Non seulement on répond à la problématique de l'éloignement des populations par rapport à des problèmes de mobilité, mais on accompagne aussi les personnes à travers ces bus France Service itinérants. On accompagne ces personnes à l'utilisation de chariots de télémédecine ou de téléconsultation. Donc, je pense que là, il y a une dimension à prendre en compte d'utilisation des dispositifs qui existent et de les aménager de façon à ce que finalement la télémédecine devienne un moyen régulier ou coutumier permettant à ces populations d'accéder à des modalités de prise en charge. Voilà. Je crois que bon, c'est ce qu'on a privilégié dans le département du Nord. On peut utiliser notamment pour de la téléconsultation mobile aussi les potentialités de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale qui permet justement à travers un projet particulier de coordonner les professionnels entre eux et d'utiliser la télémédecine comme un outil au service de cette coordination territoriale. Merci Philippe, ça la répond, je pense, à la question, assez largement à la question d'Emmanuel Cohen, hein, qui demandait si le bon modèle serait donc un modèle hybride entre un maillage de praticiens experts et la mise en place de cabines de téléconsultation, de dispositifs de téléconsultation en EHPAD ou en centre de santé. C'est peut-être des pistes à explorer. Claude, y a-t-il des dispositions particulières si on parle de télésanté assistée? Est-ce que le cadre aujourd'hui réglementaire, sans vouloir limiter tes compétences extrêmement larges, le champ juridique, mais enfin quand même Claude Evin, avocat, intervient dans ces sujets-là pour beaucoup d'acteurs, est-ce que le champ juridique est propice et c'est un obstacle, des choses possibles, y a-t-il des incertitudes trop grandes? Je te laisse la parole. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, au regard de la situation que tu décrivais, Franck, tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, il y a des gens qui se trouvent à une certaine distance d'un EHPAD qui pourrait avoir une télécabine, d'une mairie qui en installerait, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu avec effectivement la crise sanitaire, les visios se développent et il y a effectivement la possibilité de se connecter en permanence. Je crois quand même qu'il faut être attentif et prudent en la matière, c'est-à-dire qu'un ordinateur, il ne protège pas totalement concernant la transmission des données de santé. Les données de santé sont quand même des données personnelles, des données sensibles, et effectivement, si l'environnement technologique ne garantit pas la sécurité de la transmission des données, il faut quand même faire très très attention et il y a des risques. D'où la nécessité de se poser la question effectivement des outils techniques qui sont mis à la disposition des professionnels, qui sont mis à la disposition des EHPAD, des centres de santé, etc. Et que les outils techniques, effectivement, permettent en effet de sécuriser, dans la mesure du possible, de sécuriser le plus possible, en tous les cas, la transmission des informations que les patients seront amenés à indiquer en téléconsultation. Ça, c'est une première indication. Alors après, en effet, par rapport à la difficulté pour un certain nombre de populations qui se trouvent sans médecin traitant, qui se trouvent dans des situations où effectivement il y a un environnement
n'est pas dense, et c'est pour ça que la démarche d'André Acari est intéressante. Il a commencé, lui, d'abord par densifier en professionnel, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en effet, je l'ai évoqué dans mon propos introductif, il est tout à fait possible d'avoir une démarche de téléconsultation, hein, avec une organisation qui s'inscrit dans une démarche territoriale. Hein. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une démarche tout à fait individuelle. Enfin, il y a aujourd'hui cette préoccupation à avoir en tête qui est comment l'assurance maladie prend-elle effectivement en charge. Elle peut effectivement considérer que dans telle ou telle situation, on est parti sur une démarche qui pouvait se justifier, mais on voit bien, et d'ailleurs il y a quelques exemples en la matière, où l'assurance maladie ne permettra pas, au-delà notamment de la crise sanitaire, sous réserve en effet qu'il y ait une nouvelle négociation entre l'assurance maladie et les syndicats professionnels, ne permettra pas qu'on fasse n'importe quoi en matière de téléconsultation. Les 2 témoignages d'élus que nous avons eus montrent bien qu'ils se sont inscrits dans une démarche organisée, structurée, hein, et c'est aussi le message que je veux passer. C'était par rapport à certains projets où on voit effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu récemment une communication sur cette installation des cabines dans des centres commerciaux. La téléconsultation, ce n'est pas pour attirer des clients dans un centre commercial, c'est pour répondre à un besoin de santé. Donc, c'est dans l'organisation de l'offre de soins qu'il faut effectivement trouver la réponse. Et comme je l'ai indiqué dans mon intervention précédente, trouver la réponse en matière d'organisation de l'offre de soins, c'est faire du cousu humain, c'est regarder quelle est la situation locale, sur qui on peut s'appuyer, quel outil on peut développer, et puis effectivement bâtir un projet. Le terme de projet a été souvent évoqué dans les interventions précédentes, et je crois que c'est effectivement ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est-à-dire comment ça s'inscrit dans une procédure de prise en charge d'une population. Une population, elle a des problèmes divers, il y a des gens qui ont des situations au regard de la santé qui sont diverses. C'est comment on prend en charge l'ensemble de la population avec toutes les contraintes auxquelles on est confronté. Alors, et je ne dis pas ça parce que uniquement l'Assemblée des départements de France est le partenaire de CAISA, hein, sur ces sujets, mais les départements, nous semble-t-il, ont un rôle très important. Alors, c'est vrai qu'il y a des leaders d'opinion, des leaders d'action, hein, comme André Acari qui le démontre au quotidien depuis des années. Mais il me semble que sur une dynamique territoriale, le département sur ces sujets de démographie médicale est important. John, aujourd'hui, je sais que chez vous, quand on est allé vous voir, il y avait des présidents de département qui étaient avec vous pour venir observer, témoigner, voire même rentrer dans la cabine. J'en ai vu un, j'ai même pris une photo avec un président de département. Mais aujourd'hui, comment vous êtes avec le département d'Eure-et-Loir sur la mise en place de votre expérimentation? Et puis peut-être quelles sont les pistes, comment vous allez travailler avec eux dans les mois qui viennent, si vous ne souhaitez pas révéler quoi que ce soit de confidentiel. Non, mais... On vous comprendra à mi-mot. Non, mais je sais qu'on est en période électorale, mais peu importe. C'est exactement ce sur quoi je voulais aussi pointer du doigt tout à l'heure par rapport à nos 2 expériences entre un département et une commune. Déjà, moi, je ne pèse pas le même poids dans un département avec ma commune de 360 habitants, même si pour autant, j'ai d'autres responsabilités. Et donc, on n'a pas du tout la même chose. Et je pense depuis le départ, et j'avais... votre collègue de l'Ain était venu en Eure-et-Loir justement pour lancer une expérimentation sur le sujet à l'échelle départementale, a démontré qu'on pouvait organiser un dispositif à l'échelle du département, et je suis ravi. Et veuillez m'en excuser, mais j'étais pas aussi. Je connais très très bien mon collègue président des maires ruraux de votre département, mais pour autant, je savais pas que c'était aussi dynamique, et l'organisation que vous avez mis en place est exemplaire, effectivement, si je peux me permettre d'appuyer là-dessus, parce que je pense qu'effectivement, ça doit se jouer à l'échelle d'un département en termes d'organisation. Tout à l'heure, je parlais de l'aménagement du territoire. Je pense que si un département avec les élus, puisque le couple département-commune est extrêmement essentiel, en termes d'organisation médicale, je pense qu'il y a un vrai sujet à faire. Et en Eure-et-Loir, pour rien dévoiler, mais parce qu'on est en période, c'est une réflexion aujourd'hui qui est sur la table. Comment on le fait, comment on l'organise, qui prend en charge, enfin, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et en fonction des résultats, je pense que, en tout cas, moi, je ne suis pas candidat, donc je peux parler librement au niveau des sélections départementales, mais je pense qu'on viendra vous voir, André Acari, si les choses se passent bien, je ne sais pas comment c'est de votre côté, pour s'en inspirer. Donc, pour répondre à Franck plus directement,
Moi, ma commune, elle est trop petite. Le projet, il était aussi porté par l'Association des maires ruraux de France, donc il avait une autre dimension. Mais demain, à la fin de l'expérimentation, il y a une réflexion sur une organisation territoriale à l'échelle du département que j'ai déjà eu avec les services des urgences de mon département, puisque tous les urgentistes sont venus voir comment ça fonctionnait. Et là, je rejoins ce que M. Evin disait tout à l'heure sur le projet. Le projet, il est évidemment avec les autres professionnels et évidemment à l'échelle d'un territoire, ne serait-ce que dans l'organisation hôpital-télémédecine, puisque sur des cas très concrets de ce qui s'est passé dans ma cabine, il y a des personnes qui ont été prises en charge directement par le service des urgences à la suite de la téléconsultation, et tout s'est organisé justement pour qu'il y ait une fluidité entre le diagnostic du médecin, le transport du patient vers les urgences et l'accueil aux urgences. Et ça ne peut se faire que si on a parlé en amont du projet. Si demain j'avais juste décidé de mettre une cabine et puis je laissais l'opérateur se débrouiller, c'est pas comme ça que ça fonctionnerait. Donc je 100% d'accord avec vous, c'est un projet territorial, c'est un projet d'organisation avec les hôpitaux, et c'est pour ça que l'échelle départementale a du sens. Merci John. On a beaucoup parlé évidemment de collectivités locales, de départements, de médecins, professionnels de santé, URPS, ordre, agence régionale de santé, c'est direction départementale, c'est évident. Et j'ai une question également de Gérard Zabata qui exprime la présence de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, puisqu'il dit « Je représente une entreprise mutualiste de l'économie sociale basée à Niort dans les Deux-Sèvres, partenaire de l'ADF, comme nous. » Donc, si c'était Intermutuelle Assistance, appelé IMA, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, donc M. Zapata peut-être pourra le confirmer. Donc, IMA, acteur important de l'assistance en France, mutualiste. Et la question suivante. Quelle est, selon vous, la part du privé dans le développement de la TIC, de la technologie de l'information et de la communication, hors fourniture du matériel, et dans la lutte contre la désertification médicale? Des partenariats publics-privés existent-ils et pensez-vous qu'il faille les développer? Alors, deux questions que je vais poser à John Billard tout d'abord, puis au président André Acari ensuite. Et sachant qu'il y a un vrai débat de fond sur le rôle du privé, sachant que le privé est à but lucratif ou à but non lucratif comme l'ESS, mais une question de fond, comment voyez-vous, comment concevez-vous la place du secteur privé dans vos projets respectifs? John Billard. Alors, effectivement, on est plutôt sollicité, évidemment, puisqu'on est sur, entre guillemets, la médecine de demain. Hein. Donc, ça veut dire que le privé dans le domaine de la santé, et notamment dans la partie, on va dire, professionnelle de santé au sens assurance mutuelle, enfin tout ce qui est mutualiste, etc. Il y a une vraie réflexion sur le sujet. Moi, je pense que ça peut s'inscrire dans un parcours de prévention. C'est-à-dire que l'avantage de la télémédecine aussi peut nous permettre de pallier à un exemple d'ailleurs qui a été pris tout à l'heure, c'est le manque de prévention qu'on a dans nos territoires. L'Association des maires ruraux de France, je ne sais pas si vous l'avez vu, a sorti un certain nombre d'études depuis quelques semaines sur la présence médicale, sur les urgences, sur la prévention. Enfin, on fait un gros travail là-dessus et on s'aperçoit que dans les populations rurales et éloignées, j'entends bien que les villes sont aussi concernées, mais on a quand même une part plus importante de nos populations qui ne font aucune prévention. C'est-à-dire que l'une des conséquences d'ailleurs, c'est qu'on a une durée de vie de 2 ans inférieure à la moyenne. Enfin, je ne rentre pas dans les chiffres, mais c'est très concret. Donc moi, je pense que peut-être que, et c'est tout l'intérêt aussi des entreprises privées, puisque s'il y a prévention, donc il y a moins de risques. C'est un principe. Et donc, il y a un coup derrière. Il y a peut-être un travail à faire, de mon point de vue, en amont de tout ça, c'est utiliser aussi les outils de télémédecine qui permettent de faire de la prévention médicale là où on n'en ferait pas parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas la proximité. Je donnais juste un exemple très concret que j'ai pu avoir dans les débats en montant du projet. C'est sur l'histoire de qu'on appelle ça, du cancer du sein. Il y a eu des projets qui ont coexisté sur le fait qu'on pouvait faire dans un camion, enfin, donc en termes de mobilité, au même titre que le bus France Service dont on parlait tout à l'heure, un dispositif qui permettait d'aller dans les campagnes pour aller faire chez les personnes arrivées à un certain âge au niveau du cancer du sein, de la prévention. Et il se trouve que ça ne s'est pas fait et ce qui est très dommage, c'est que pour le coup, ces personnes-là, parce qu'un des prétextes, c'était de dire que si on le faisait en emmenant un camion, enfin un véhicule sur les territoires, les personnes ne viendraient pas, entre guillemets, dans les lieux où on fait les radios normalement en termes de prévention. Ce qui était une erreur totale, puisque les personnes, de toute façon, ne seraient pas venues, ne se seraient pas déplacées. Donc, quand elles ne peuvent pas se déplacer, il vaut mieux aller vers elles,
pour justement faire de la prévention. Et le numérique permet ça, justement, d'avoir un spécialiste à distance. Et deuxième aspect, c'est que demain, on développera peut-être, aujourd'hui, on parle beaucoup de généralistes. Or, on sait que la télémédecine, c'est aussi un sujet de spécialistes et on n'en est pas encore là, mais je pense qu'on y viendra. Donc voilà un peu moi comment je vois les choses, puisque l'objectif, c'est justement de diminuer la charge du coût de la santé. Donc la prévention est aujourd'hui un des meilleurs moyens pour justement aller dans ce sens. Merci John. Président Akari, là, je reprends ma question. Comment avez-vous conçu la présence du secteur privé dans peu ou prou dans vos projets de mise en place de la télésanté dans vos centres? Alors, Président, votre micro est coupé. Ça m'arrive assez régulièrement. Ouais, voilà, je l'ai remis, excusez-moi. Tout d'abord, aujourd'hui, enfin, au niveau où j'en suis, le partenariat public-privé n'est pas, pas tellement sur le, si vous voulez, entre guillemets, la télémédecine. Moi, j'y suis très ouvert. Alors, par contre, le partenariat médecins libéraux, médecins du département existe pleinement, hein, parce qu'on l'a fait sur des lieux de consultation, sur la vaccination, enfin, etc. Hein, on a vraiment travaillé la main dans la main. Par contre, sur les autres partenariats, pour l'instant, il n'a pas été tellement établi, en tout cas à l'échelle du département, dans le projet de santé que l'on a porté. Je voudrais juste en profiter pour rebondir sur ce qu'a dit M. Evin. Il n'y a pas une solution unique. Moi, j'y suis. En effet, je plaide beaucoup. J'ai reçu plus de 40 départements en visite en Saône-et-Loire. À chaque fois, je leur dis, écoutez, prenez ce que vous pouvez adapter dans votre territoire. Moi, ce que j'ai fait dans mon territoire, parce que ça correspondait je veux dire, à quelque chose vraiment d'utile pour le territoire par rapport à la construction de ce territoire. Mais vous, ne pas refaire un duplicata exactement de ce que j'ai fait dans mon département. Ça serait complètement ubuesque. Il faut en effet vraiment, et d'ailleurs la Corrèze a ouvert un centre de santé, mais elle l'a fait à toute petite échelle. Elle a fait juste un centre de santé et une antenne, avec 10 médecins, pas plus, parce que ça correspondait aux besoins du territoire de la Corrèze. Moi, je ne suis pas du tout parti dans ce schéma-là, mais vraiment, il faut en effet essayer d'adapter au mieux la situation. Et voilà, donc c'est avec plaisir que je pourrais vous accueillir, M. Billard, en Saône-et-Loire. Mais en tout cas, chaque fois, une recommandation que je fais, et je leur dis à tous, prenez aussi le temps d'avoir une vraie concertation avec tous les acteurs du territoire. C'est indispensable. Indispensable. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut réussir, parce que sinon, eh bien, évidemment, vous aurez des réactions d'animosité sur tel ou tel, parce que certains y verront une certaine concurrence, d'autres verront... Et c'est pareil dans l'aménagement, c'est-à-dire des outils de télémédecine ou de téléexpertise ou de cabine. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dans la concertation pour que on montre bien que sur ce territoire, on a besoin de cet outil. On apporte une vraie plus-value à la population, mais ça, il faut vraiment le faire partager avec tous les partenaires. C'est surtout ça. Alors, sur un partenariat public-privé, moi, je suis tout à fait ouvert, bien sûr, hein, mais alors, avec quand même quelques prudences. Aujourd'hui, mon centre de santé, il est public. Donc, je ne vais pas aller m'installer avec des médecins dans une maison privée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des problématiques d'abord juridiques et puis aussi obligatoirement des problématiques au long cours sur la gestion quotidienne. Hein. On revient après sur des couples qui sont... Il faut que les gens s'entendent ensuite. Hein. Donc c'est toujours compliqué quand vous avez une institution pleinement publique, financement totalement public, d'avoir un partenariat avec le privé. Bien sûr, on peut le faire, mais avec une certaine rigueur et un bon cadrage. Sur les investissements en temps, en énergie, en risque et financier évidemment,
Il semble que la crise Covid le démontre. L'équation économique de la santé versus le reste du monde, le reste des sujets est en train de changer. John et président Akari, est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez qu'il faut qu'au bord du sujet de centre de santé, y compris téléconsultation ou de la cabine, etc., acceptez-vous l'idée qu'il faut regarder le modèle économique plus largement que sur ce qui rentre et ce qui sort par l'assurance maladie, enfin ce qui rentre avec l'assurance maladie, le remboursement et les éventuelles subventions et ce qui sort, ou est-ce qu'il faut intégrer le modèle économique de territoire bien plus largement sur la question de santé? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut accepter qu'on perde de l'argent beaucoup sur les questions de santé, sur la mise en place d'une offre de soins, qu'elle soit physique ou digitale ou digitale? Faut-il intégrer le schéma de transport, les investissements sur le transport dedans? Comment considérez-vous cette équation économique plus globale? C'est une question centrale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-on accepter qu'on perde de l'argent sur l'investissement, sur tout ce qu'on fait dans la santé, parce qu'on sait bien qu'on va y retrouver de l'attractivité pour faire venir de l'emploi, pour y faire venir, pour éviter qu'il y ait plus d'arrêt de travail, enfin, tout ce qu'on veut, etc. Et j'interroge Jacques-Claude là-dessus, qui est un grand stratège de la santé aussi, et Philippe aussi, avant de donner un petit mot de la fin de nos témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut considérer ça, j'allais dire, au cul du camion de l'échelle économique de la télésanté, ou est-ce qu'il faut au contraire le considérer un peu plus largement? John? Enfin, on a fait une étude avec l'aide de la Caisse des dépôts et consignations en amont du projet, tout au début, justement, pour essayer d'analyser la situation du territoire. Et évidemment, c'est un des premiers éléments sur lesquels on a regardé les conséquences que ça pouvait avoir économiques. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait compenser l'un pour l'autre, parce qu'il ne faut pas se cacher, le budget, lui, il n'est pas extensible aujourd'hui, c'est une enveloppe qui se répartit de façon différente. Je prendrai juste un exemple, c'est que on a regardé, par exemple, puisqu'une des questions a été posée tout à l'heure, j'ai vu rapidement, sur le désengorgement des urgences. On a analysé le fait qu'aujourd'hui, une consultation simple d'un médecin classique, c'est 25 €. Une consultation en urgence dans le département de l'Eure-et-Loir, c'est 165 € pour la même consultation, hein, parce qu'il y a des coûts, etc. Donc, on s'est vite dit que si on pouvait éviter à un certain nombre de populations à aller au service des urgences pour une simple consultation, on allait faire une économie. Et derrière, on a constaté aussi que dans le terme de transport chez les VSL, il y a avoir des impacts. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, ça ne peut pas être rentable. De mon point de vue, c'est impossible de parler de rentabilité quand on parle de santé. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Qu'on soit raisonné ou raisonnable, je ne sais pas comment on peut le dire, pour qu'on mette les bons moyens qu'il faut pour apporter le bon service, ça par contre, c'est important. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la réorganisation, elle doit être faite sur le plan à la fois de présence et donc d'organisation médicale de professionnels, que ce soit hospitalier ou privé, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, l'enveloppe, elle soit à agrandir, mais par contre, le contenu qui permet d'être fait par cette enveloppe, il soit réorganisé. Et c'est un grand chantier quand on voit les discussions qu'on doit avoir, quoi, à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un département, pour essayer d'apporter un service qui est, à mon sens, universel, c'est-à-dire l'accès aux soins à toutes les populations et l'énergie qu'il faut déployer. Je pense qu'il y a encore un grand chemin à faire. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, ce n'est pas d'augmenter l'enveloppe, c'est de réorganiser les choses de façon beaucoup plus, entre guillemets, de réorganiser les choses. Je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais il faut réorganiser parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont changé. Un exemple, et j'arrêterai là-dessus, un médecin aujourd'hui ne travaille pas comme il travaillait hier. Ce n'est pas un reproche quand je fais ça, c'est une autre nouvelle façon de travailler. Un médecin qui travaillait hier 10 heures par jour, aujourd'hui ne souhaite plus vivre comme ça. Encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est une façon de travailler différente. Donc le fait que vous cumulez à la fois moins de médecins qui travaillent moins parce que la vie, le fonctionnement a changé, forcément à un moment donné, ça crée moins de présence. Donc cumuler un effet de société et puis un changement aussi d'approche du soin, forcément, il y a un équilibre et une organisation qui est nécessaire. Et ça, c'est un point de vue très personnel. Hein. Président Akari. Bon, il a tout dit. Je partage un peu, évidemment, la même analyse, le même constat surtout. Vous savez, quand j'expliquais le temps de consultation, je ne suis pas regardant sur le temps de consultation. Quand vous reprenez en main un certain nombre d'habitants qui ont des pathologies chroniques, qui n'ont plus de suivi du tout,
et que d'un seul coup, eh bien, on envoie un camion de pompiers pour les embarquer et d'aller à l'hôpital. Le coût sera exorbitant. Le coût parce que derrière, il y a une seule personne, c'est le contribuable. Alors qu'il soit contribuable pour la collectivité, quelle qu'elle soit, il n'y a qu'une personne, c'est le contribuable. Donc, si vous voulez, si vous prenez l'échelle de l'ensemble, entre guillemets, du financement public, de laisser à l'abandon une population au niveau santé, à la fin, ça coûtera beaucoup plus cher. D'abord, et puis il y a une autre phase qu'on ne met pas souvent en avant. Moi, je l'ai mis souvent en avant sur le territoire. Le fait d'avoir une désertification, entre guillemets, médicale, c'est d'accepter l'idée aussi que l'espérance de vie diminue. Moi, je ne l'accepte pas. Voilà. Donc, on y met les moyens, ça a un coût, mais j'estime, moi, qu'à l'échelle d'un département, quand on dépense 80 millions d'euros pour l'aménagement du très haut débit, on peut consacrer aussi de l'argent aussi sur la santé, qui n'importe comment vous allez vous y retrouver, parce que c'est l'investissement. Quand vous n'avez plus de pharmacie d'un village, parce que tout simplement la pharmacie, elle ferme, parce qu'il n'y a plus de médecins, vous perdez aussi de l'activité, de l'attractivité et de l'économie. Donc n'importe comment, je pense que le choix, vous allez me dire, c'est facile de le dire, mais le choix que j'ai fait il y a quelques années d'investir massivement sur la reconquête du territoire par les médecins généralistes et ensuite par les outils qui entourent la pratique de la santé, pour moi, c'est un investissement qui est difficile à mesurer, évidemment, en termes de rentabilité, si on veut vraiment mettre de la rentabilité derrière. Mais en tout cas, je pense que moi, je le considère vraiment en investissement. À l'échelle de mon département, j'ai quasiment jamais entendu d'ailleurs, on est rarement venu me chercher sur cette question-là, parce que le besoin est tel que on a accepté l'idée au sein du département de dépenser. Les collectivités me fournissent les locaux, elles ont accepté de dépenser en effet pour accueillir des médecins. Donc bien sûr, le centre de santé aujourd'hui, je ne suis pas à l'équilibre, loin de là. Je ferai tout pour m'en approcher, évidemment. Mais pour moi, ça reste de l'investissement et quelque part, c'est de l'investissement rentable de par le retour de la population, de par le retour des médecins qui exercent dans le centre de santé et de par aussi le retour des médecins libéraux qui ont trouvé un soulagement dans leur activité parce qu'ils se sentaient un peu seuls. Donc, pour moi, la rentabilité, elle est là. Elle n'est pas financière, mais elle est plus ça. Et je suis sûr qu'à long terme, elle l'est aussi financièrement parce que, je vous dis, quand vous prenez en charge les gens qui ne sont plus suivis, c'est un coût beaucoup plus important finalement. Ce qui a prévenu d'ailleurs la décision du département de l'Aude, que je cite à nouveau, qui a décidé à l'unanimité d'investir 2,5 millions sur l'aide à l'installation des médecins et à la télé-santé, en même temps, alors que c'est un département qui n'est pas parmi les plus riches, et c'est un doux euphémisme de le dire. Voilà. Claude, Philippe, quelques mots avant de laisser... Quelques mots en complément. D'abord, une observation, c'est que éviter qu'un patient aille aux urgences, c'est effectivement éviter un coût. Mais je dirais que c'est d'abord, a priori, éventuellement, ça ne veut pas dire que tous les patients doivent être pris en charge en amont et ne doivent pas aller aux urgences, mais on sait aussi très bien qu'aller aux urgences, lorsque effectivement on aurait pu trouver une autre solution d'aussi grande qualité, ça peut être délétère. Et notamment, on sait très bien que les personnes âgées qui passent aux urgences, peut être très délétère. Donc, y compris en termes de qualité de prise en charge, pouvoir assurer une offre de proximité, une prise en charge de proximité, non seulement ça peut avoir un intérêt financier, mais ça a aussi un intérêt en termes de qualité de la prise en charge. Le deuxième message est un peu en complément, c'est qu'on a beaucoup parlé effectivement d'offres de soins et de la nécessité effectivement de garantir un accès à des soins de proximité, mais il faut aussi bien avoir en tête que la santé de la population ne dépend pas uniquement de sa capacité d'accéder aux soins, qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont déterminants sur la santé de la population. Et de ce point de vue, les collectivités locales jouent un rôle effectivement déterminant. La politique de transport, la politique de l'environnement, la politique du logement, etc., sont aussi déterminants sur l'état de santé de la population. Et je crois que ça aussi, c'est une démarche
dont les collectivités sont de plus en plus conscientes et s'y engagent à travers, par exemple, des contrats territoriaux de santé, à travers des contrats locaux de santé, avec les agences régionales, avec l'assurance maladie. Et je crois que ça aussi, c'est important. Et donc, quand on se pose la question effectivement du coût, ben, il faut intégrer tout ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, et ce sera mon dernier message, contrairement à ce qu'on peut penser et ce qu'on peut dire, les dépenses de santé ne diminuent pas. Elles augmentent chaque année. Simplement, la question, c'est de savoir comment on les répartit. Et c'est pour faire face à des demandes sans cesse nouvelles, parce qu'il y a des technologies nouvelles, parce qu'il y a des pathologies aussi qu'on arrive de mieux en mieux à soigner, qu'il faut à chaque fois se poser la question. Et on a vu là, effectivement, des témoignages qui montrent bien qu'en effet, un certain nombre d'élus se posent effectivement ce type de questions en lien avec les professionnels. Merci beaucoup, Claude. Philippe, un dernier petit mot avant de donner la parole. On a 2 minutes. On veut vraiment se terminer à 15 heures à André Acari et John Billard. Oui, on voit bien que on a abordé à travers la télémédecine la question finalement de l'attractivité des territoires et c'est bien une compétence des collectivités locales que de faire en sorte que leur territoire soit plus attractif et la présence médicale et plus largement la question de l'accès aux soins entre bien dans ces questions d'attractivité territoriale. Donc, je plaide effectivement pour une association étroite entre les élus et les professionnels de santé pour trouver les bonnes solutions, le bon maillage territorial à travers tous les outils qui existent. Il ne faut pas en inventer d'autres. Il y a des outils qui existent, il faut les exploiter. Et puis la deuxième idée, c'est effectivement la prise en compte la santé, c'est aussi la question du bien-être, la définition de l'Organisation mondiale de la santé et la question de la prise en compte des déterminants sociaux et environnementaux. Il ne faut pas se limiter aux questions de soins. Et là aussi, les élus, à travers la prévention, ont un rôle majeur à jouer sur finalement le fait que les gens se sentent en meilleure santé. Et à travers la prévention, on diminue aussi le poids des maladies chroniques, le poids des maladies graves sur l'ensemble de la société. Donc, on a tout à jouer gagnant entre les élus et les professionnels de santé. Merci. John Billard, président de la vice-président de la MRF et maire du Fabrice, et puis président André Acari du département de la Saône-et-Loire. Un tout petit mot de la fin avant que je dise au revoir à nos participants. Non, mais je vais pas être très long. D'abord, je voulais remercier surtout la participation parce que même si j'ai participé, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est toujours le collaboratif est un élément fondamental aujourd'hui et je remercie cette organisation. Et puis, effectivement, juste deux éléments très vite. Il faut à la fois monter un projet territorial, ça je suis complètement d'accord, et il faut travailler aussi demain sur la prévention, c'est un des sujets les plus importants qu'on doit maintenant développer. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. Merci beaucoup, John Billard. Président Acari. Pardon, voilà. Tout aussi court, oui, justement, on parlait de prévention. Encore fallait-il qu'on en ait les personnes pour faire la prévention. Et c'est aussi aujourd'hui ce que j'ai voulu réinstaurer aussi dans ce département, notamment vis-à-vis du handicap, où on a pu en effet réinstaurer là aussi pas mal de consultations vis-à-vis des unités, notamment des personnes handicapées, qui étaient là aussi un peu laissées à l'abandon. En tout cas, merci d'avoir organisé d'ailleurs cet événement, puisque c'est toujours important et constructif de pouvoir échanger. Merci. Merci, Président. Alors, l'équipe des associés de CAISA, donc ici présent, Philippe Damy qui s'est exprimé, Dorothée Debose qui m'a aidé pour la préparation de cet événement et moi-même. On vous remercie tous chaleureusement. Un replay des départements anglo-saxons sera prochainement disponible. Et puis, je crois qu'avec un grand plaisir, vos interlocuteurs, Président Acari et John Billard, sauront compléter les informations très, très utiles parce que concrètes dans la réalité de l'action. Et toute l'équipe de CAISA et Claude Evin, évidemment, avec lequel nous avons le plaisir de collaborer, on est à votre disposition, évidemment, acteurs des territoires, acteurs de l'organisation des soins, pour vous aider dans les réflexions et la construction de projets. C'est ça qu'on aime beaucoup, l'action. Encore bravo à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.